Chers téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, vous suivez la 338e édition de votre émission hebdomadaire sur Radio-Télé Guinée, OCPA Magazine. OCPA Magazine, c'est l'émission de l'ordre des comptables professionnels agréés d'Haïti qui vous renseigne sur la comptabilité, l'audit, la fiscalité, la finance et finances publiques, l'économie et la gestion, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, l'éthique. L'émission qui passe chaque mardi à 10h PM sur Télé Guinée, reprise mercredi à 10h AM. Et pour les internautes, ils peuvent naviguer sur le www.rtghaiti.com. À cette 338e édition, nous avons retenu pour thème le ciment de la gestion du développement. Pour avoir cette émission, nous avons le plaisir de partager le plateau avec un professionnel, un homme de l'art. Je veux citer le professeur Jean-Marie Raymond Noël, ingénieur chimiste. Professeur Noël, bienvenue à notre émission. Merci beaucoup, M. Payan, pour l'invitation et un merci spécial à l'OCPA, plus précisément OCPA Magazine. C'est avec plaisir que je vais partager mes informations, mes connaissances avec vous sur le thème, le ciment de la gestion du développement. Merci. Sur ce, on prend une pause, on vous revient. Chers téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, comme d'habitude, nous vous renseignons sur les activités de l'Ordre des comptables. L'Ordre organise des séminaires à l'intention du grand public et de ses membres. Et les inscriptions pour de nouveaux membres sont reçues en son local au numéro 17 de la Ruelle Bossan. À chaque émission, nous vous renseignons également sur un thème d'actualité, thème d'importance, un conseil. Et à cette émission, nous allons brièvement vous parler de la plus-value réalisée par un particulier, plus-value immobilière. Un particulier qui a acheté un terrain sur lequel il a fait ériger une construction et qu'il a vendu ultérieurement. Donc, il a vendu la propriété foncière bâtisse, mais il avait acheté antérieurement un terrain. Eh bien, dans ce cas, la plus-value selon la législation relative à l'impôt sur le revenu, eh bien, est imposée sur la base de la valeur de cession. Ça veut dire, à ce moment-là, si le bien a été acheté, le terrain a été acheté pour 100 000 gourdes, et la construction érigée a eu un coût de 2 millions de gourdes, eh bien, en revendant le tout pour 3 millions de gourdes, il aura à payer 2,5% sur les 3 millions de gourdes, qui est le prix de cession. Ça veut dire, en pareil cas, on ne tient pas compte de la différence de valeur qui donne la plus-value. On impose directement la valeur de cession. C'est-à-dire au moment de vendre le bien ou de céder le bien, le notaire retiendra 2,5% du prix de la cession pour le compte du fisc. D'ailleurs, c'est une des conditions pour que les titres soient transférés au nom de l'acquéreur. Chers téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, vous suivez la 338e édition qui a pour thème le ciment de la gestion du développement. Dès qu'on parle de ciment, on voit construction. Dès qu'on voit construction, on voit un élément qui est porteur, qui permet de mobiliser la main-d'œuvre, les investissements, etc. C'est pourquoi nous accordons beaucoup d'importance à cette émission et particulièrement à votre invité, qui est un chercheur dans le domaine. Professeur Noël, je vais tout d'abord vous présenter au grand public. Merci. Je suis Jean-Marie Raymond Noël, je suis polytechnicien de formation. Je suis ingénieur civil, diplômé de la faculté des sciences de l'Université d'État d'Haïti. Ensuite, j'ai fait une maîtrise en chimie physique à l'université Paul Sabatier de Toulouse, France. Et puis, j'ai aussi fait un cursus en sciences économiques à la faculté de droit et des sciences économiques. Je n'ai pas présenté mon mémoire, ce qui fait que je ne revendique pas un statut d'économiste, mais j'ai toutes les notions, n'est-ce pas, en sciences économiques. Voilà, et bon, au fil de la discussion, certainement vous allez découvrir peut-être d'autres facettes
Très bien. du personnage que je suis. Très bien. Monsieur Noël, encore une fois, bienvenue à notre émission. Le ciment de la gestion du développement. Est-ce que dans vos recherches, vous avez fait, je dirais, une analyse comparative par rapport à d'autres pays? Comment le ciment est perçu en tant qu'élément indispensable dans la construction? Bon, écoutez, le ciment est plus qu'indispensable au niveau de la construction et donc du développement d'un pays. Enfin, quand on s'imagine que pour le développement du pays, il faut quand même la mise en place d'un ensemble d'infrastructures, des infrastructures sociales, des infrastructures éducatives, des infrastructures culturelles, des infrastructures agricoles. Et tout cela demande forcément l'utilisation du matériau qu'est le ciment. Et en tout cas, aujourd'hui, un pays peut difficilement penser à son développement, difficilement penser à un statut d'économie émergente avec une utilisation, on va dire, réduite du matériau qu'est le ciment. Et il est prouvé que la plupart des économies émergentes utilisent beaucoup de ciment, et c'est tout à fait naturel et normal dans la mesure où pour arriver à ce statut d'économie de pays émergent, il faut mettre en place un ensemble de grands chantiers et des canaux d'irrigation, des voies de pénétration, des infrastructures, des grands travaux publics. Et ça prend justement une certaine quantité de ciment. Et aussi à partir du moment où l'économie on va dire, à partir du moment où le pays prend cet envol, et il va y avoir une constitution d'une certaine classe économique, et notamment la classe moyenne qui va avoir un certain niveau de capital et qui va forcément avoir besoin de logement. Et on voit bien que le logement représente le levier par excellence de l'industrie du ciment. À vous entendre parler, ça voudrait dire que plus l'utilisation du ciment est importante, plus ça traduit au niveau de développement aussi. Est-ce vrai? Oui, on peut dire, dans la mesure où, comme je viens de l'expliquer, et pour mettre en place les grands chantiers, il va falloir consommer du ciment. Et donc, c'est un paramètre qui peut bien montrer si on est dans la voie du développement ou pas. Cela dit, à partir d'un certain niveau, on peut commencer à avoir une diminution de la consommation spécifique du ciment, et c'est normal. Si on a un niveau on va dire, d'infrastructures qui sont déjà construites, bon, il est évident qu'il va y avoir une diminution. C'est ce qu'on constate, par exemple, au niveau de certains pays. On peut voir, par exemple, que la consommation spécifique du ciment dans des pays occidentaux tend à diminuer. Alors que dans les économies émergentes, justement, la consommation spécifique du ciment augmente de façon, on va dire, exponentielle. C'est le cas pour des pays comme la Chine, comme le Brésil, comme l'Iran, comme le Mexique. Ouais. Et justement, je pense qu'on va arriver à ce point. Et quelle est la situation pour Haïti? D'après vous, vu l'importance du ciment, un pays aurait intérêt à produire le ciment? Bon, il est évident. De toute façon, c'est un passage obligé. Le pays ne pourra pas connaître un certain niveau de développement sans une consommation accrue, du ciment. Or, faut-il qu'on reste dépendant des circuits de production étrangers, ou bien ne faut-il pas que nous prenions les dispositions pour produire nous-mêmes notre ciment? Je pense que c'est la question qu'il faut se poser. Et pour un pays comme Haïti, il est plus que nécessaire, plus qu'urgent même, je dirais, qu'on prenne les dispositions pour que le pays soit, en quelque sorte, autodépendant. Alors là, est-ce que vous avez des recherches en ce qui a trait aux besoins, à la demande de ciment
pour le marché local particulièrement? Bon, aujourd'hui, nous avons un niveau de consommation spécifique très très faible, qui est évalué à un peu plus de 100 kg de ciment par tête d'habitant par année. Qu'est-ce que ça représente? Ça représente un peu plus de 2 sacs de ciment par personne par année. Avec un tel niveau de consommation, on est très loin de la norme, de la moyenne mondiale, qui va aujourd'hui au-delà de 500 kg de ciment par tête d'habitant par année. Et encore très loin aussi de la norme régionale, pas de la norme, de la valeur régionale, qui est de un peu plus de, on va dire, de 330 quelques kilogrammes de ciment par habitant par année. Ça veut dire quoi? Nous avons un écart de plus de 200 kg de ciment à rattraper. Et si nous voulons, si nous nous mettons dans la situation de rattraper ce retard, ça veut dire qu'il faut comprendre que notre marché de consommation doit passer du simple au triple. Ça veut dire que nous avons, de toute évidence, un potentiel de demande qui doit être multiplié par 3 par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire le ratio à l'échelle mondiale est de 500 kg par tête d'habitant. Un peu plus même. Plus, et à l'échelle régionale, on est à 330 kg. Donc nous avons un grand déficit. Un déficit de 230 kg de ciment par habitant par année à combler. Mais, ingénieur Douel, est-ce que le 12 janvier, le séisme n'a pas en principe changé la donne? Bon, c'est certain. C'est certain. Le 12 janvier est venu renforcer la nécessité justement d'augmenter son offre, ok? C'est ce qu'est venu faire le 12 janvier, au fait. Et le 12 janvier est venu nous rappeler avec le 12 janvier, il y a eu des destructions massives, n'est-ce pas, de logements, il y a eu une situation extrêmement difficile, et ce qui nous met en situation justement de refaire le capital de logement, n'est-ce pas, du pays. Et donc, ça passe par l'augmentation de l'offre, n'est-ce pas, en ciment. Très bien. Alors, lorsqu'on voit pratiquement l'importation de côté, la production de l'autre, est-ce que nous avons la capacité de pouvoir nous relancer la production de ciment en Haïti? Nous avons la capacité. Nous avons la capacité, nous avons le potentiel. Maintenant, il faut seulement que nous voulions le faire. Si nous ne voulons pas le faire, nous n'allons pas le faire. Malheureusement, on n'a pas l'impression qu'on veut le faire. Mais nous avons la capacité. Et parce que, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons les matières premières de base, qui sont les matériaux calcaires et les matériaux argileux. Les matériaux calcaires, on en a plein. Okay? Il y a plein de sites, n'est-ce pas, qui sont très favorables, n'est-ce pas, au développement de l'industrie cimentière en Haïti. Les matériaux argileux, bon, ils ne sont pas aussi nombreux, mais il y en a. Okay? Et, au fait, de toutes les matières, on va dire, de base pour la production du ciment, il n'y a que le gypse, n'est-ce pas, qu'on n'a pas. Enfin, ou plutôt, dont on n'a pas encore détecté, je veux dire, l'existence de gisements en quantité. Okay? Mais bon, de toute façon, le gypse, on ne l'utilise qu'en très petite quantité dans la préparation du ciment. Ce qui veut dire que les matériaux premiers, le calcaire, l'argile, on en a en quantité. Donc maintenant, pourquoi on n'en produit pas? Je vous laisse la question. Alors là, on se demande, est-ce que c'est l'avantage comparatif? Le produit importé ne serait-il pas moins cher que le produit fabriqué localement? Bon, il faut comprendre que si on prend... C'est un marché très compétitif, il n'y a pas de doute. Et donc, si les dispositions ne sont pas prises pour que les coûts de production soient compétitifs, ben, on aura effectivement du mal à faire face à la concurrence. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que
Comme le ciment, c'est un produit qui a une faible valeur spécifique, ça veut dire que le ciment, il est lourd, mais il est bon marché, relativement bon marché, par rapport à d'autres produits, pas vrai? Donc le coût de transport est exorbitant, ce qui fait qu'on n'a pas intérêt à produire du ciment en dehors de la zone de consommation. Oui, parce qu'on risque de se faire, on risque justement de ne pas être viable financièrement à cause des coûts de transport. D'où ça laisse justement la possibilité aux pays qui veulent bien s'engager dans cette situation de pouvoir mettre en place une industrie qui est viable. Parce que la demande, elle est là. Okay? Donc, ce qui veut dire que les risques de la concurrence sont contrebalancés en quelque sorte par les coûts de transport qui risquent d'être élevés, vous voyez, si on doit importer du ciment de l'étranger. Oui, vas-y. Si on doit importer, mais Oui. au Dominicain, on en fabrique. Le coût du transport sera moins élevé quand même. Donc là, on a un compétiteur d'un poids à ne pas négliger. Hein. Tout à fait. Bon, c'est vrai que c'est un cas très particulier puisqu'on partage la même île. Très bien. Ça veut dire que le coût du transport, ou l'arrivée du ciment dominicain en Haïti peut se faire, je dirais, de différentes façons. Et il ne faut pas exclure justement les importations en dehors des circuits, n'est-ce pas, Formel. des circuits formels, vous voyez. Et quand on partage une frontière et plus de 1000 km de frontière avec la République dominicaine, on comprend bien que les risques d'invasion du ciment dominicain sur le sol haïtien, ils sont réels, ils sont là. Et on connaît aussi les faiblesses de nos structures de contrôle, de nos structures douanières, de nos structures policières. Et donc, il y a de fortes probabilités que le ciment dominicain arrive sur le sol haïtien, vous voyez, de façon tout à fait informelle. Alors, ne s'agit-il pas d'un élément important à prendre en compte s'il faut en principe commencer à reproduire le ciment en Haïti? C'est normal, il faut en tenir compte, mais on ne va pas non plus s'engager dans la production, dans la mise en place d'une structure de production, parce qu'on parle quand même, on va peut-être en parler, on parle de gros sous, on ne va pas s'engager dans la mise en place d'une structure de production sans une étude, n'est-ce pas, de faisabilité financière et qui tiendrait compte de l'ensemble de tous ces paramètres. Okay? Mais pour moi, ce sont des paramètres relativement négligeables, ou plutôt qui peuvent être dominés, vous voyez, par rapport aux enjeux qu'il y a pour le pays, n'est-ce pas, d'avoir sa propre structure de production. Mais alors, en ce qui a trait au processus de production, il y a l'énergie, il y a l'eau, etc. Est-ce que l'investissement n'est pas trop lourd aussi pour les investisseurs locaux, ou bien est-ce que le marché peut prêter à ça aussi? Bon, c'est certain que les investissements, en tout cas, sont généralement lourds, sont réputés lourds pour des usines de production de ciment. Alors, pour avoir un exemple, et pour 1 million de tonnes, n'est-ce pas, si on veut, si on veut construire une unité de production d'1 million de tonnes par an, c'est une toute petite unité, 1 million de tonnes. Oui, ben ça nécessite des investissements de l'ordre de 150 à 200 millions de dollars. Okay? Bon, écoute, pour un investisseur privé, ça peut représenter grand-chose. Mais à l'échelle d'un pays, c'est rien. Okay? On vient de gaspiller, n'est-ce pas, 2,7 milliards de dollars, n'est-ce pas, dans le programme Petro-Caribé. Imaginez que l'État se mettait à comprendre ces enjeux et avait choisi, par exemple, d'investir un tiers, ou allons, un quart de ce montant dans la production, dans la mise en place d'unités de production de ciment. Imaginez, ça ne représenterait rien, 500 millions de dollars, de 2,7 milliards de dollars. On aurait carrément 2 unités de production ou une unité de production de 2 millions, 3 millions de tonnes de ciment. Ce qu'il faut au pays aujourd'hui. C'est une donnée importante à savoir, mobiliser entre 150 et 200 millions de dollars pour produire 1 million de tonnes de ciment. Oui. Donc, le besoin du marché serait de quoi alors? Bon, actuellement, le marché se chiffre ou est évalué à 1,5
un peu plus, en tout cas moins de 2 millions de tonnes de ciment lent. OK? Le marché actuel. Mais comme je viens de vous expliquer, ça nous fait, avec un tel marché, ça fait une consommation spécifique d'environ 100 kg de ciment par tête d'habitant et par année. Or, si on veut se rapprocher de la valeur régionale, il faut comprendre que ce marché doit être multiplié par 3. Donc, ça veut dire que très rapidement, on peut comprendre que si on veut arriver à un niveau de développement et à un niveau de consommation qui passe par un niveau de consommation spécifique plus élevé, ben, il faut penser un marché d'environ 4,5 à 5 millions de tonnes de ciment. Et c'est ce à quoi nous devons arriver. Si nous voulons effectivement changer le niveau de vie, n'est-ce pas, des populations haïtiennes. Et ça passe par, comme j'ai dit, la mise en place de certains nombres de chantiers. Ça passe par la construction de logements. J'avais vu un document, c'était qui n'est jamais officialisé, hein, la politique de logement, la politique nationale de logement. On parlait déjà, c'était en 2012-2013, on parlait déjà d'un déficit de 500 000 logements après le tremblement de terre. Comment arriver à combler ce déficit sans faire appel à une consommation plus importante en ciment? On ne va pas combler ce déficit. Il y a bien sûr d'autres matériaux, on sait, mais qui eux aussi ont ses limites. Très bien. On leur limite, pardon. Vous voulez parler de l'investissement de l'État dans le secteur productif, de la production du ciment. Tout à fait. Est-ce que l'expérience du ciment d'Haïti n'a pas été une mauvaise expérience pour l'État? Non, l'expérience du ciment d'Haïti n'a pas été une mauvaise expérience. Ah bon? Mais non. Enfin, est-ce que c'est le ciment d'Haïti ou bien le fait que le ciment d'Haïti qui a eu ce processus de modernisation? Dans l'un et l'autre cas, moi je dirais que ça n'a pas été forcément une mauvaise expérience. Il y a beaucoup de choses qui se disent, comme souvent dans ce pays, on dit pas mal de choses, même quand on n'a pas les données réelles, les informations réelles. Okay? D'abord, le ciment d'Haïti a été une réponse à un besoin justement, à l'époque où le ciment d'Haïti a été constitué, ça a été une réponse à des besoins de plus en plus croissants en ciment. Okay? Je rappelle qu'on est après la Deuxième Guerre mondiale, au début de 1948, lorsque le gouvernement estimait, face à la demande croissante de ciment, on importait à l'époque l'équivalent de 25 000 tonnes de ciment par année, aux alentours de 1940-45. Et il n'y avait pas d'initiative de production locale. Et donc, c'est à ce moment-là que le gouvernement estimé a pris la décision de faire de l'État, de donner à l'État le monopole de la fabrication du ciment. Cela ouvrait les portes à des partenariats publics-privés. Déjà, en 1948, on va dire, plus précisément. Et la première concession a été donnée. Mais cette première concession, il n'y a pas eu d'effet. Et c'est ainsi que sous l'avènement du gouvernement Magloire, il y a eu une deuxième concession qui est faite et qui a donné lieu au ciment d'Haïti. Ça veut dire qu'au départ, le ciment d'Haïti était une entreprise privée. Privée. En 1951. Privée. Et puis, ensuite, le ciment d'Haïti a fait son temps jusqu'à ce qu'on arrive à la situation de moderniser le processus. Mais pour faire très court, moi je pense que là aussi, il y a lieu de bien analyser, les conditions dans lesquelles ce processus a été conduit et les résultats de fait qu'on a depuis la modernisation du ciment d'Haïti. Et ne pas se laisser aller dans ce que j'ai l'habitude d'entendre vraiment par des gens qui ne maîtrisent pas, de toute évidence, qui ne comprennent pas, vous voyez, ni le secteur, ni les conditions dans lesquelles ceci a été fait, mais qui disent des choses, quoi. Très bien. Sur ce, on prend une pause. On vous revient. Chers téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, vous suivez la 338e édition
de votre émission hebdomadaire sur Radio Télé Guinée, OCPA Magazine. Émission qui a pour thème le ciment de la gestion du développement. Notre invité, le professeur Jean-Marie Raymond Noël. Avant la pause, pour la première partie de l'émission, l'ingénieur Noël a bien situé l'importance du ciment dans le développement, dans les grands travaux d'infrastructure, dans la construction de logements à caractère social, industriel, commercial, etc. Et il a même fait état du ratio d'utilisation du ciment par habitant comme étant un paramètre. Et selon ce qu'il a dit, nous avons 100 kg par tête d'habitant, alors que dans la région, il faut 300 kg par tête d'habitant. À l'échelle mondiale, on dépasse les 500 kg par tête d'habitant. Ça veut dire que nous avons un autant à combler. Il a aussi fait état des besoins du marché en termes d'utilisation de ciment et également de la disponibilité des ressources naturelles pouvant faciliter la production de ciment. Et ses derniers propos, avant la pause, c'était que le ciment d'Haïti a été une expérience réussie. Alors, puisqu'il a fait une approche historique de la question, et vu que le ciment d'Haïti a été objet de la privatisation, après, un sujet, je dirais, d'une grande importance, que nous n'allons pas débattre au cours de cette émission. Peut-être nous aurons, M. Noël, une autre émission pour en parler. J'espère. Très bien. Donc, voilà l'état de l'évolution des débats à cette émission, le ciment de la gestion du développement. Ingénieur Noël, puisqu'il y a un besoin de ciment, puisque l'investissement est coûteux pour installer une usine de ciment, une cimenterie, est-ce que nous avons suffisamment de ressources naturelles permettant le fonctionnement d'une usine ou de plusieurs usines de ciment? Oui, alors j'avais déjà répondu à cette question. Oui, il y en a des ressources naturelles. Est-ce suffisant? Il y en a. Maintenant, est-ce que le fait qu'il y a des ressources naturelles suffit pour qu'on s'engage, si vous voulez, on puisse s'engager valablement et dans le développement de l'industrie cimentière? Eh bien, la réponse est non, ça ne suffit pas. Parce que les matières premières, c'est une chose, mais il faut aussi disposer du savoir-faire. Et c'est une usine qui est exigeante en termes de compétences, donc ça veut dire qu'il faut une main-d'œuvre qualifiée, et il faut surtout aussi une expertise technologique. Et si vous avez, puisque je vous disais tout à l'heure qu'il faut 150 à 200 millions de dollars pour une usine d'1 million de tonnes, ben, si vous avez les 200 millions et que vous vous mettez en tête que vous allez construire une usine sans disposer, si vous voulez, des compétences, c'est sans disposer de l'expertise technologique nécessaire, ben, vous risquez d'aller vers l'échec. Ça, c'est clair. Ça veut dire que s'il est vrai que, je le disais dans la première partie de l'émission, qu'il faut, que je pense que le pays gagnerait à s'engager dans le développement d'une structure de production propre, okay, cela ne veut pas dire qu'on doit s'y lancer tête baissée. On doit prendre les dispositions, n'est-ce pas, qu'il faut pour que l'opération réussisse en tout point. Et pour cela, il faut s'allier justement à l'expertise. Ça, moi, je pense que ce sera nécessaire dans un premier temps qu'il y ait la recherche d'un accompagnement, n'est-ce pas, d'une expertise technique et internationale. On n'a pas besoin d'avoir peur. Oui, il ne faut pas avoir peur de le dire. On a besoin de cet accompagnement, d'autant plus que vous devez, puisque je l'avais expliqué tout à l'heure, les coûts de transport sont tels que les grands groupes cimentiers, vous voyez, se placent le plus près possible du marché de consommation.
Vous n'allez pas trouver, par exemple, Lafarge Holcim ou bien Cemex, vous voyez, à produire pour un marché au-delà d'un millier de kilos. Enfin, loin du marché de consommation. Ils vont s'arranger pour avoir une filiale, vous voyez, c'est comme ça. C'est comme ça que ça doit se faire. Donc là aussi, si nous devons nous engager, nous devons, quelque part, nous allier, vous voyez, à des grands producteurs. On ne va pas réinventer là-haut. De toute façon, en 1950, on l'avait déjà compris. Parce que l'État haïtien avait signé, la première concession a été faite à Ital Cementi. Qui est jusqu'à présent, c'est un grand groupe cimentier italien. Donc, on peut bien, n'est-ce pas, à l'occasion, s'allier des partenaires, des grands groupes, et puis pour mettre en place. Moi, je dis que l'objectif fondamental doit être une certaine autonomie, n'est-ce pas, par rapport au circuit de production étranger. C'est ça qui doit être l'autre. Parce que, écoute, quand on ne le fait pas, ben, on doit constamment chercher des devises, n'est-ce pas, pour importer du ciment, ou bien pour importer du clinker, oui, dans une économie qui est déjà trop dépendante. Donc, il y a un effort à faire. Il y a une prise de conscience. C'est important aussi. S'il n'y a pas cette volonté, une volonté, on va dire, politique, ben on n'ira nulle part. Parce que les investissements sont suffisamment lourds, les temps de recouvrement de ces investissements sont longs. Et donc, s'il n'y a pas, si par ailleurs, la machine, on va dire, institutionnelle n'est pas en place, ben les investisseurs ne vont pas venir. Voilà. Vous avez dit, les matières premières ne suffisent pas. Il faut le savoir-faire. Oui. On peut avoir l'argent, oui, et ne pas pouvoir oui, oui, faire fonctionner le projet. Mais il y a un élément important aussi, il y a l'énergie. Oui. Il y a aussi, je pense, que l'environnement à prendre en compte. Oui. Est-ce que, au moment où nous parlons là, vous avez considéré ceci en principe, pour que le pays puisse se lancer dans cette voie de production du ciment? Bon. Se relancer. Oui. Bon, le problème de l'énergie, c'est un problème, on va dire, mondial. Et c'est un élément important à prendre en compte, effectivement, de la mesure où les dépenses énergétiques sont importantes dans le fonctionnement de la mise en œuvre et le fonctionnement d'une cimenterie. Okay? Les dépenses énergétiques représentent plus ou moins 40% des coûts d'opération d'une usine. Donc vous voyez bien qu'il est important, n'est-ce pas, de prendre en compte ces questions. C'est suffisamment important aussi pour que, même dans le choix technologique, c'est-à-dire le ciment d'Haïti fonctionnait dans le temps comme une usine intégrée, n'est-ce pas? Ça veut dire une usine qui partait des matières premières locales, n'est-ce pas, qui les transformait et puis qui produisait le ciment. C'était ça le ciment d'Haïti. Mais avec une technologie tout à fait désuète. Oui, parce que le ciment d'Haïti, c'était en voie humide. Okay, à l'époque du ciment d'Haïti, enfin, la première version en 1954, 53-54, okay, c'était tout à fait viable. Okay? Mais à partir du choc, le premier choc pétrolier, c'était 1973. Okay? Enfin, okay? À partir du premier choc pétrolier, les cimenteries ont bien compris que la voie humide n'était pas technologiquement et financièrement viable et qu'il fallait justement passer désormais par les cimenteries en voie sèche ou à la rigueur en voie semi-humide. Okay? Donc tout ceci pour dire que ce sont des considérations à faire, n'est-ce pas, dans le cadre de la mise en place d'une cimenterie, okay, par rapport à l'énergie. Maintenant, au niveau environnemental, là aussi c'est important. Il y a eu, en décembre 2015, je crois, c'est ça, COP21, où justement c'était la question de l'environnement qui était mise sur la table. Les grands pays pollueurs, la Chine, les États-Unis, mais c'est des préoccupations extrêmement importantes. Ce sont justement des grands pays industrialisés, avec beaucoup d'industries qui polluent en quelque sorte l'environnement. Et il se trouve que les cimenteries font aussi partie de ces industries, on va dire, pollueuses. Okay?
ou qui polluent l'environnement. Et parce que les transformations principales d'une cimenterie sont des transformations chimiques et qui produisent beaucoup de CO2, c'est-à-dire des gaz à effet de serre. Et donc, de la mise en place d'une cimenterie, il faut tenir compte de ça aussi. Aujourd'hui, on considère que les cimenteries produisent 5 à 6 % de CO2, 5 à 6 % du volume global de CO2 produit à travers le monde. Donc, ça veut dire que les cimenteries sont responsables, en quelque sorte, de tous ces phénomènes, vous voyez, ne serait-ce qu'à 5 à 6 %. Et c'est pour cela que beaucoup d'usines, beaucoup d'entreprises se lancent dans des recherches pour arriver à réduire les émissions de CO2, pour arriver à produire tout en réduisant les émissions de CO2. Ça veut dire que si nous allons aujourd'hui, nous-mêmes en Haïti, monter des usines, nous devons aussi nous préoccuper de cet aspect environnemental extrêmement important. Alors, ne pensez-vous pas que les opérateurs aujourd'hui ne sont pas lancés dans cette voie de production parce qu'ils sont conscients des inconvénients? Bon, écoute, il n'y a aucune entreprise humaine qui puisse se faire sans inconvénients. L'inconvénient, c'est pas... Pour moi, ça fait partie du jeu. À partir du moment où on est conscient des inconvénients, il faut prendre les dispositions pour réduire, en quelque sorte, comme on dit, pour mitiger les risques. Oui. C'est ça qu'il y a. Il n'y a pas de problème. Écoute, la réduction des émissions, l'efficience énergétique, vous voyez, c'est des... je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de travaux de recherche qui se font au niveau des usines de cimenterie. Il y a même beaucoup d'étudiants qui font leur thèse de doctorat, n'est-ce pas, sur au niveau de cette industrie, de la mesure où il y a des points de préoccupation, n'est-ce pas, qui demandent, n'est-ce pas, des recherches solides pour arriver à bien les maîtriser. C'est le cas de l'efficience énergétique. Comment arriver à produire en réduisant la consommation énergétique? C'est le cas des émissions de gaz. Quel produit, par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire au niveau d'un four de cimenterie pour arriver à réduire les émissions de CO2? C'est-à-dire les fumées qui sortent par la cheminée, n'est-ce pas, de telle façon qu'il y a moins de CO2, n'est-ce pas, qui passe à l'atmosphère. C'est autant de questions, n'est-ce pas, et il y en a d'autres, n'est-ce pas, qui nécessitent, si vous voulez, des savoir-faire importants. Aujourd'hui, on ne peut pas s'engager dans la construction d'une cimenterie sans prendre en compte tous ces paramètres. Alors là, il y a une question qui se pose, Noël, puisque quelque part, il faudra produire du marché local, ensuite exporter. Et le transport est important. Donc, est-ce que, selon vous, le fait d'avoir à côté une capacité installée aussi importante ne s'agit pas pratiquement d'un élément de handicap majeur qui peut influencer grandement un producteur ou investisseur local? Mais il faut savoir ce qu'on veut. De toute façon, la République dominicaine elle-même... C'est moi ce qu'on peut aussi. Moi, je dis d'abord ce qu'on veut. Okay? Que la République dominicaine elle-même, elle a ses politiques. Okay? Une politique très agressive, on va dire, et ça, il faut le reconnaître. Mais il y a un accompagnement d'État derrière tout ça. Ça veut dire que si nous ne prenons pas, nous laissons faire en quelque sorte, ben, ça va se poursuivre et puis on va rester constamment dépendant des circuits de production étrangers, ce qui n'est pas normal. Aujourd'hui, la République dominicaine a une capacité installée de 7 à 8 millions de tonnes l'an. 7 à 8 millions de tonnes l'an. Pour un besoin interne? Pour un besoin interne d'à peu près 4 millions. Donc, il y a un excédent de capacité de près de 3 millions. Donc, il y a un besoin d'exportation. Qu'ils utilisent justement pour nous, n'est-ce pas? Ils nous alimentent aussi quelque part. Hein? Parce que les importations de ciment sont de plus en plus importantes en Haïti. Et la République dominicaine, le poids de la République dominicaine dans le ciment importé est de l'ordre de 70%. Donc, c'est de bonne guerre. Tant et aussi longtemps que nous restons nous-mêmes comme,
je dirais, que nous ne prenons pas les politiques publiques qu'il faut pour mettre le pays sur les rails d'une production nationale, pour rendre le pays moins dépendant, ça va se poursuivre. Et la République dominicaine va peut-être encore augmenter ses capacités de production. Parce que de toute façon, la demande locale va augmenter. De toute façon. De toute façon. Si on veut aspirer à un minimum de développement dans ce pays, mon Dieu, ben, il faut refaire le Grand Sud, qui vient d'être détruit par Machu et autres. Mais le projet de reconstruction nationale, on l'a encore attaqué. Mais tout de suite après, le gouvernement Martelly Lamotte parlait de reconstruction, c'est pas vrai? Reconstruction territoriale, reconstruction. Mais où l'on en est avec ça? Bon, c'était peut-être des slogans, mais il y a de toute façon une nécessité, derrière les slogans, il y a une nécessité de reconstruire ce pays, ou bien de construire. Parce qu'on n'a pas le réseau routier. Je ne sais pas si vous voyagez à l'intérieur du pays, mais c'est inadmissible. N'est-ce pas que la route nationale numéro 1 soit dans cet état? C'est inadmissible. Hein, quand on passe du Port-au-Prince au Cap-Haïtien, la route nationale numéro 1, on ne peut pas laisser ça comme ça. Et si on veut s'y attaquer, forcément, ça va demander, vous voyez qu'on utilise du ciment, du béton bitumineux, tout ce qu'on veut. Mais il va y avoir des travaux pour les ouvrages d'art. De toute façon, on est en train de reconstruire depuis longtemps déjà. Vous voyez, le monde puis le beau, n'est-ce pas, de réhabiliter en quelque sorte. Mais ça prend beaucoup de ciment. Si vous allez vous regarder. Oui. Mais alors, est-ce qu'on peut convertir les importateurs en producteurs de ciment? Ah, ça c'est difficile. Ça c'est difficile parce que ça demande un changement de mentalité. Ouais, il faut passer d'une mentalité d'affairiste à une mentalité de développement totaliste, si vous voulez. Enfin, parce que c'est pas la même logique. C'est pas la même logique. Et bon, mais il y a de la place pour tout le monde, quoi. On a certainement, moi, j'ai pas de problème avec des gens qui importent. Moi, j'ai plutôt un problème avec des gens qui sont au timon des affaires, mais qui ne comprennent pas les enjeux et qui ne prennent pas les dispositions pour corriger une situation qui n'est pas normale. Ce n'est pas normal aujourd'hui qu'on soit à importer. Oui. Non, ce n'est pas normal. Ingénieur Rouel, le ciment, l'investissement est élevé, l'amortissement de l'investissement prendra du temps. Oui. Donc, à ce moment-là, quelle est la mission, le rôle de l'État? Ben, le rôle de l'État, c'est créer l'environnement. Parce que c'est bien de reprendre que les investissements sont lourds, les temps de recouvrement sont longs. Donc, ça veut dire que les petites économies auront beaucoup de difficultés, n'est-ce pas, à engager, si vous voulez. Donc, il faut passer soit sur le circuit, par des financements, on va dire, privés et internationaux, vous voyez, ou bien il faut aller sur le marché des capitaux, tout ça. Il faut monter des partenariats publics-privés. Il faut donc, bref, il doit y avoir un aménagement institutionnel qui facilite, si vous voulez, l'arrivée de capitaux et pour rendre possible, si vous voulez, ces investissements. Et ça, c'est le grand défi. Et c'est le rôle de l'État, justement. C'est d'abord le rôle de l'État. Créer cet environnement qui met les investisseurs potentiels à l'aise, n'est-ce pas? Et c'est un gros défi, hein. C'est un gros défi, malheureusement. Bon, mais alors, à l'état où nous jouons aujourd'hui, que faut-il faire? Que faut-il faire? Alors, c'est une question très large, n'est-ce pas? Mais peut-être qu'on peut... Oui, synthétiser, une réponse synthétique. Oui, circonscrire la question. Que faut-il faire pour que... Moi, je pense que, dans un premier temps, nous devons être conscients qu'il y a une situation
de déficit et qui est intolérable, qu'il ne faut pas laisser se poursuivre trop longtemps. Quand je dis de déficit de service public. Vous voyez? Et enfin, quand on regarde au niveau des infrastructures, puisque je parle du ciment, donc je reste dans le sujet, vous voyez. Et il y a des... Donc il faut combler ce déficit. Il y a aussi l'industrie de la construction, parce que dès qu'on dit ciment, on voit bien le ciment à l'intérieur d'un sous-ensemble qui est l'industrie de la construction. Et le ciment prend une place importante dans l'industrie de la construction, parce que les sous-secteurs de cette industrie, que ce soit les ouvrages, la construction et de bâtiments, les ouvrages d'art, ou la pose, le ciment, n'est-ce pas, et est constamment présent, oui. Et même au niveau des filières aussi. Et donc, il y a une nécessité d'avoir un regard, de porter un regard plus soutenu sur l'industrie de la construction. Comprendre un petit peu le problème de cette industrie, le rôle des acteurs, les difficultés, essayer justement d'intervenir pour réduire en quelque sorte les difficultés des acteurs. Ça, c'est extrêmement important. Et puis, comme je le disais, c'est le cadre institutionnel. Il y a déjà eu beaucoup d'instabilité, on va dire, politique, n'est-ce pas? Et cette instabilité politique, au cours des 30 dernières années, ne facilite pas, si vous voulez, la création d'un environnement propice à l'investissement. Il faut le reconnaître. Donc ça veut dire que si on veut attirer encore plus d'investissements et plus d'investissements dans ce secteur, il faut quelque part apporter une réponse à cette inadéquation, je dirais, du cadre institutionnel. Voilà, je ne suis pas certain d'avoir tout dit. De façon spécifique, les matières premières sont là, elles sont exploitables, elles n'ont pas, elles représentent un pourcentage assez important de le processus de production et qui mériterait leur utilisation. Tout le monde sait que les matières premières sont là. Parce qu'il y a eu plein d'études qui sont réalisées, ceci depuis longtemps, depuis pratiquement 1945. Il y a eu des études qui sont réalisées. Il y a eu une étude qui a été réalisée pour le compte du Bureau des mines et de l'énergie en 1988-89. Les rapports sont là. On sait qu'il y a beaucoup de matières premières à Chansolme, à Dondon, au Caille, au Gonaïve, à Fond-Montbain, justement, à Fond-Parisien. On le sait. Tout le monde sait. Vous voyez? Et il n'y a pas que du calcaire, il y a aussi de la bauxite qui peut être utilisée aussi comme correctif, n'est-ce pas? Et on en a. Il y en a, on sait, à Miragouane, à Payan, n'est-ce pas? Bon, tiens. Okay. Il y a aussi au Gonaïve, il y a à Saint-Marc, à Guayavier. Donc, bref, il y a beaucoup de... Et puis, il y a de la pouzzolane. Ok, la pouzzolane, c'est aussi un matériau hydraulique, vous voyez, comme le ciment, mais qu'on peut utiliser, vous voyez, au moment du boyage. Vous voyez, du clinker, on peut mettre aussi de la pouzzolane, parce que ça a pratiquement les mêmes propriétés que le ciment lui-même. Donc, on en a. On en a du côté de Tomaso, on en a au Mont de la Vigie, tout le monde sait. On sait ce qu'il y a. Mais maintenant, pourquoi ne fait-on pas ce qui doit être fait? Pourquoi? C'est la grande question. Ainsi prend fin l'émission, la 338e édition, qui a eu pour thème le ciment de la gestion du développement. Notre invité, le professeur, l'ingénieur Jean-Marie Emmanuel. Vous avez été édifié. Vous avez reçu beaucoup d'informations. Et j'espère que nous aurons l'opportunité d'avoir sur ce plateau l'ingénieur Emmanuel parler du sujet en rapport avec l'exploration du ciment et particulièrement, comme il est un chercheur dans le domaine de la technologie, pourquoi pas le recevoir pour parler de technologie. Sur ce, nous disons un grand merci à vous tous
et à vous, Noël. Un grand merci et à bientôt. Beaucoup. Merci beaucoup, à bientôt.